Bonjour, je me présente, je m'appelle Alice Bretel. Je suis interne en première année de psychiatrie dans le service du professeur Lançon. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de santé mentale des femmes et plus précisément de l'état des lieux de la prise en charge actuelle des femmes souffrant de schizophrénie et des éventuelles pistes d'amélioration. Donc pour ceci, je me suis surtout basée sur un article qui est paru dans le Lancet Psychiatrie en 2022 et j'ai puisé dans d'autres sources également. Alors, ce qu'il faut savoir, premièrement, c'est que le ratio schizophrénie, il est de 1 pour 1, donc il y a autant de femmes que d'hommes atteints de schizophrénie, et pourtant, les femmes sont actuellement moins bien prises en charge que les hommes. Le premier point, c'est que le diagnostic, il est retardé chez les femmes. Malgré le fait que ce diagnostic soit retardé, les femmes ont tout de même des facteurs prédictifs de bonne évolution au moment du diagnostic par rapport aux hommes. Pourtant, ces femmes perdent cet avantage à 2 ans du diagnostic et elles présentent les mêmes taux de rémission que les hommes. Pourquoi? Ça s'explique en fait par les traitements, on verra qu'ils ne sont pas adaptés aux femmes, par la prise en charge hospitalière qui est également pas adaptée et par les conséquences liées au traitement et à la maladie qui ne sont pas bien prises en charge actuellement. Donc, tout d'abord, je vais aborder la question du retard au diagnostic, essayer de tenter essayer d'expliquer pourquoi en fait les femmes sont diagnostiquées plus tard que les hommes. Puis nous verrons en quoi la prise en charge hospitalière actuellement elle n'est pas adaptée aux femmes. Enfin, on se penchera sur les traitements, puis les conséquences, donc comme je l'ai dit, liées au traitement peu adapté et liées à la maladie qui sont actuellement moins bien pris en charge chez les femmes que chez les hommes. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le diagnostic chez la femme, il est retardé par rapport à l'homme. Donc il y a une durée d'évolution sans traitement de 6,6 ans pour les femmes contre 2,5 ans pour les hommes. Et on peut se poser la question du coup du pourquoi. Donc la première chose, c'est qu'en fait l'âge du premier épisode chez la femme et chez l'homme, il est différent. Chez l'homme, et donc dans la pensée universelle actuellement, le premier épisode psychotique il se situe entre 18 et 25 ans. Tandis que chez la femme, comme on peut le voir par exemple sur ce graphique issu donc d'une étude qui est parue en 2020, les hommes ont bien le pic, on voit clairement en bleu, entre 18 et 25 ans, tandis que les femmes, on voit que c'est beaucoup plus nuancé et réparti dans le temps. Il y a tout de même deux semblants de pics, donc entre 20 et 30 ans et entre 45 et 55 ans. Mais voilà, le graphique il montre bien qu'un premier épisode psychotique il peut intervenir tout au long de la vie chez une femme. Cette différence, elle peut s'expliquer en partie par le rôle des œstrogènes. Donc pour tenter d'expliquer un peu le rôle des œstrogènes là-dedans, je vais essayer de reprendre de manière très simplifiée et très schématique les hypothèses sur la physiopathologie de la schizophrénie. L'hypothèse principale actuellement, c'est l'hypothèse dopaminergique du système nerveux central. Donc les voies dopaminergiques, elles ont comme substrat la dopamine et comme récepteurs les récepteurs D1, D2, D3, D4 et D5. Donc il y a 4 voies principales dopaminergiques, la voie nigrostriée qui part de la substance noire et qui va jusqu'au striatum et elle contrôle les fonctions motrices et le mouvement. Il y a également la voie mésolimbique donc, qui part de l'aire tegmentale ventrale diencéphalique et qui va jusqu'au noyau accumbens et qui est, elle, impliquée dans les sensations de plaisir et d'euphorie. Il y a ensuite la voie mésocorticale, donc, qui va également de l'aire tegmentale ventrale diencéphalique jusqu'au cortex préfrontal, qui est impliquée, elle, dans la cognition et les affects. Et enfin, il y a la voie tubéro-infundibulaire qui part de l'hypothalamus, qui va vers l'hypophyse et qui contrôle la sécrétion de prolactine. Donc chez un individu sain, donc qui ne souffre pas de schizophrénie, la dopamine, elle est synthétisée dans les terminaisons nerveuses à partir de la tyrosine et elle est stockée dans les vésicules présynaptiques jusqu'à sa libération. Une fois qu'elle est libérée, elle va aller se fixer sur les récepteurs, donc comme j'ai dit auparavant, D1, D2, D3, D4, D5. Une fois que ces récepteurs sont saturés, elle va aller se fixer sur les autorécepteurs présynaptiques D2. Ces autorécepteurs présynaptiques, ils entraînent un arrêt de la libération de la dopamine qui est ensuite recapturé par le transporteur DAT. Voilà.
et qui va ensuite être de nouveau stocké dans les vésicules présynaptiques pour être réutilisé plus tard. Cette bonne régulation de la dopamine, elle est sous-tendue par un bon fonctionnement des voies glutamatergiques. Les voies glutamatergiques, ce sont des voies qui sont impliquées dans énormément de phénomènes neurologiques et qui contrôleraient en partie les voies dopaminergiques. Elles ont comme substrat le glutamate et comme récepteurs les récepteurs NMDA. Elles sont activatrices si elles sont directes et inhibitrices si indirectes par le biais des interneurones GABAergiques. Donc il en existe un bon nombre, mais je ne vais pas les détailler ici. Donc chez un individu atteint de schizophrénie, l'hypothèse, ce serait qu'il y aurait des anomalies neurodéveloppementales, donc qui seraient multifactorielles, génétiques, dues aux complications obstétricales, aux complications maternelles, à des psychotraumatismes dans l'enfance. Et tout ça, ça aboutirait à un hypofonctionnement des récepteurs NMDA. Donc dans le cas d'une voie directe, cet hypofonctionnement, il entraînerait une hyperactivation et dans le cas des voies indirectes, il entraînerait une hypoactivation. Donc pour revenir chez un individu atteint de schizophrénie, la voie mésolimbique de la dopamine, elle serait hyperactivée par la voie glutamatergique. Donc c'est cette voie-là, comme je dis tout à l'heure. Donc cela, ça entraînerait une hyperdopaminégie de cette voie et donc les symptômes positifs, donc les idées délirantes et les hallucinations. La voie mésocorticale, elle, par contre, elle serait hypoactivée par la voie glutamatergique, donc c'est cette voie-là. Et ce serait donc à l'origine d'une hypodopaminergie et donc des symptômes cognitifs et négatifs. Donc le rôle des œstrogènes dans tout ça, et je reviens bien sur le fait que ce sont des hypothèses, ça serait d'augmenter la capacité de liaison des récepteurs D2 et donc de l'autorécepteur présynaptique D2 également. Donc en fait, ça serait plus vite saturé, donc ça arriverait plus vite sur l'autorécepteur. Et donc, ça entraînerait un recontrôle plus rapide de la libération de la dopamine. Donc, les œstrogènes, ils seraient donc neuroprotecteurs. Donc, l'hypoœstrogénie, ce serait en partie une des causes des épisodes psychotiques. Le premier pic entre 20 et 30 ans, ça serait potentiellement dû à la baisse du taux d'œstrogène avec la baisse de la réserve ovarienne dès la vingtaine. Et le deuxième pic entre 45 et 55 ans, ce serait dû donc à l'hypoœstrogénie due à la préménopause et à la ménopause. Tout au long de la vie, on a vu que les femmes pouvaient avoir des premiers épisodes psychotiques en fait tout au long de la vie. Et selon les études, il a été montré qu'environ 50% des femmes étaient en période menstruelle ou prémenstruelle lorsqu'elles avaient leur premier épisode. Donc en période d'hypoœstrogénie également. Donc l'âge du premier épisode chez la femme, il est aussi expliqué par les psychotraumatismes, puisque les psychotraumatismes sont associés chez la femme et non chez l'homme à un risque de développer un épisode psychotique plus tôt, également à un surrisque de développer une schizophrénie, et les psychotraumas seraient également aussi associés à une moins bonne rémission que chez les femmes qui n'ont pas subi de psychotraumatisme. Donc une autre raison qui expliquerait pourquoi le diagnostic il est retardé chez la femme, ce serait que le premier diagnostic porté serait plus difficilement révocable. Il a été montré que 70% des femmes et 70% des hommes atteints de schizophrénie ont été hospitalisés au moins une fois avant le diagnostic de schizophrénie. On peut voir sur ce graphique qui est issu d'une étude donc, de 2020 que pour les hommes qui sont représentés donc à gauche, 39% d'entre eux avaient un diagnostic initial de trouble de l'humeur. 34% d'entre eux à peu près avaient un diagnostic initial de trouble de l'usage des substances. Tandis que pour les femmes, on voit que 62% d'entre elles avaient un diagnostic de trouble de l'humeur, puis 12,5% d'entre elles avaient un diagnostic initial de trouble de la personnalité. On peut imaginer qu'il est plus simple de passer d'un diagnostic de trouble de l'usage des substances à un diagnostic de schizophrénie au second épisode. De plus, il a également été montré que la période entre le diagnostic initial et la première hospitalisation pour troubles schizophréniques a été beaucoup plus longue chez la femme que chez l'homme.
La troisième raison pour laquelle le diagnostic est retardé chez la femme, c'est que la symptomatologie est différente. Pour reprendre un peu les critères du DSM-5 de la schizophrénie, pour poser un diagnostic de schizophrénie, il faut qu'il y ait au moins 2 symptômes ou syndromes associés pendant plus de 4 semaines, parmi des idées délirantes, des hallucinations, un syndrome négatif et un syndrome de désorganisation avec désorganisation cognitive ou comportementale. Ces troubles, ils doivent évoluer depuis plus de 6 mois avec un dysfonctionnement social marqué et il faut avoir exclu un trouble schizoaffectif, un trouble de l'humeur, une pathologie organique et une prise de toxiques. Donc dans plusieurs études, il a été montré donc une différence de symptomatologie entre les hommes et les femmes. Donc par exemple, sur cette méta-analyse de 2022, il a été montré que les femmes avaient une symptomatologie beaucoup moins bruyante, avec des symptômes plutôt émotionnels, donc des symptômes dépressifs, et des symptômes cognitifs, tandis que les hommes, ils ont des symptômes plus bruyants, avec des idées délirantes, des hallucinations, donc un syndrome positif par exemple. Donc sur cette étude de 2022, cette différence de symptomatologie a été montrée également. Donc sur ce graphique, par exemple, on voit du côté gauche les symptômes observés plutôt chez les femmes et du côté droit les symptômes plus souvent observés chez les hommes. Et on peut voir donc que les femmes, elles ont plus de symptômes émotionnels. Donc par symptômes émotionnels, j'entends les symptômes dépressifs avec des symptômes affectifs, notamment une tristesse, des pleurs, une irritabilité, plus de symptômes cognitifs avec une difficulté de concentration. Une altération du jugement avec des idées de culpabilité, de dépréciation, une altération des fonctions physiologiques également avec une asthénie, une perte de l'appétit, des troubles du sommeil. Elles avaient également plus de symptômes maniaques avec donc des symptômes affectifs, une labilité émotionnelle, une exaltation de l'humeur, une irritabilité, des anomalies du discours avec une logorrhée, une fuite des idées et une diffluence, et donc une altération des fonctions physiologiques aussi, donc des troubles du sommeil ici aussi. Donc, il avait également été montré que les femmes, elles avaient un meilleur insight que les hommes et que tous ces symptômes, ils pouvaient varier en fonction du cycle hormonal. Donc, il y a également, comme j'ai dit auparavant, plus de symptômes cognitifs. Ça a été montré également sur cette étude de 2017. Donc, il avait été relevé que les femmes, elles avaient un fonctionnement intellectuel global qui était moins bon que les hommes, une moins bonne mémoire de travail, une mémoire sémantique, et un raisonnement abstrait et une exploration visuelle moins efficace également. Enfin, la dernière raison pour laquelle le diagnostic est retardé chez la femme, ce serait donc le profil qui est complètement différent chez la femme atteinte de schizophrénie. En effet, les femmes, elles présentent moins de comorbidités addictives, elles ont un niveau d'éducation qui serait supérieur que l'homme. Elles ne sont pas isolées sur le plan social, notamment il y a beaucoup d'entre elles qui sont mariées, qui ont des enfants. Elles ont moins de difficultés professionnelles et moins de comorbidités somatiques. Donc, pour reprendre un peu ce que je viens d'expliquer, le diagnostic il serait donc retardé. Et ça peut s'expliquer donc par la symptomatologie qui est différente chez la femme. Elle est beaucoup moins bruyante et elle est plus axée sur les émotions et la cognition. L'âge serait différent également. Donc, comme je l'ai dit auparavant, les femmes, c'est plutôt entre 20 et 30 ans et entre 45 et 55 ans, mais ça peut intervenir toute la vie. Et enfin, le profil est également différent. Donc, la symptomatologie et l'âge différent, ce sont des choses qui peuvent s'expliquer en partie par le rôle des œstrogènes. Donc, malgré ce retard au diagnostic, il a été montré que les femmes, elles ont des facteurs prédictifs de bonne évolution, avec notamment un meilleur insight, moins de comorbidités addictives et moins de comorbidités somatiques. Elles ont également un meilleur fonctionnement global. Pourtant, elles perdent cet avantage à 2 ans du diagnostic. En effet, il a été montré qu'elles sont plus réhospitalisées. Et par contre, au niveau de la rémission, c'est pareil, avec 12,9% de rémission chez la femme et 12,1% chez l'homme. Donc, pourquoi ? Donc, ça peut s'expliquer, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la prise en charge hospitalière qui n'est pas adaptée à tout ce qu'on vient de voir, donc à la symptomatologie, au profil et à l'âge qui sont différents. Donc, ce n'est pas adapté à la femme. Les traitements également ne sont pas adaptés, on verra pourquoi. Et les conséquences liées au traitement et à la maladie ne sont pas bien prises en charge actuellement.
Donc, concernant l'hospitalisation, dans cette méta-analyse de 2018, il a été montré que les femmes, elles étaient moins incluses dans les centres d'intervention précoce. Ce qui est dommage parce que les centres d'intervention précoce, c'est des centres qui sont particulièrement développés sur le continent américain et qui ont montré une grande efficacité, notamment sur le taux de rechute, sur le taux de rémission, le taux de guérison et le fonctionnement global et la qualité de vie des patients. Dans de nombreux pays, ici, donc, il y avait dans cette méta-analyse la Grande-Bretagne, le Mexique, le Danemark, l'Italie, les États-Unis, la Chine et la Norvège. L'âge maximal fixé pour ces centres était de 26 ans, ce qui exclut donc plus de 50% des femmes, puisque 50% des femmes ont leur premier épisode psychotique plus tard, après 26 ans. En Australie, il a été montré également que 71% des femmes en demande de prise en charge étaient trop âgées pour intégrer ces centres. Et il a également été montré que même lorsque l'âge matchait, c'était parfois le profil en fait, qui était incompatible avec les critères d'admission, avec notamment un niveau d'éducation qui était trop important, n'avaient pas d'addiction, elles n'étaient pas isolées sur le plan social. Donc les traitements sont également une source de mauvaise prise en charge chez la femme. Et ça s'explique par le fait que les traitements, ils ne sont pas adaptés, pas adaptés aux femmes parce qu'elles sont sous-représentées dans les essais cliniques. Tout ça s'explique par le risque tératogène. La grossesse, l'allaitement, les femmes en âge de procréer sont souvent des critères d'exclusion dans les essais cliniques. Il y a également l'âge, puisque les femmes sont plus âgées, comme je l'ai dit tout à l'heure, 50% d'entre elles ont des épisodes psychotiques après 26 ans, donc souvent l'âge est un critère d'exclusion également. On peut voir par exemple sur ce tableau qui est issu d'une étude de 2009, donc qui date un peu mais qui est parlante, qu'en psychiatrie, seulement 19% des études incluaient des femmes, et parmi ces études qui incluaient des femmes, elles ne représentaient que 26% de l'effectif total en fait. Donc elles sont sous-représentées. Et en plus, il a été montré également que peu d'essais cliniques analysaient les résultats en fonction du sexe. Donc une revue qui a été faite sur 728 essais cliniques a montré que seulement 16% étaient analysés en fonction du sexe. Donc le fait qu'elles soient moins incluses dans les essais cliniques, ça aboutit du coup à des posologies qui ne sont pas adaptées aux femmes. Sur cette étude de 2017, par exemple, il avait été testé donc 4 antipsychotiques. La même posologie avait été donnée aux femmes et aux hommes. Il a été montré que la clozapine, que les 4 étaient bien plus, la concentration sérique était bien plus élevée chez la femme que chez l'homme. La clozapine de plus 28,2%, l'olanzapine plus 26,1%, le risperidone, la risperidone plus 18,7%. Il a été montré que le Xerocal, c'était similaire jusqu'à 80 ans et après, la concentration sérique était plus importante chez la femme également. Donc cette étude de 2018, elle retrouvait sensiblement la même chose. Il avait été testé plus d'antipsychotiques. Il a été montré exactement les mêmes résultats avec, par exemple, donc l'amisulpril, le Soliant, l'aripiprazole, l'Abilify et l'alloperidol, donc l'Aldol. Donc ce surdosage chez la femme, il s'explique par plusieurs raisons. Donc il y a des différences chez l'homme et chez la femme, notamment, donc la première différence se situe au niveau de l'absorption. En effet, les femmes, elles ont un taux d'acide gastrique qui est moins important et une vidange gastrique qui est moins efficace, ce qui aboutit à une absorption des molécules qui est plus importante chez la femme que chez l'homme. Il y a également une distribution qui est plus importante au reste du corps, notamment car les femmes ont une circulation sanguine qui est meilleure. Donc au niveau du cerveau, la circulation sanguine donc, est meilleure. Donc la capacité de liaison des récepteurs dopaminergiques est également augmentée, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, par les œstrogènes, donc ce qui aboutit à une efficacité thérapeutique qui est beaucoup plus rapidement acquise chez la femme que chez l'homme. Donc au niveau du reste du corps, la distribution également est donc plus importante puisque meilleure circulation sanguine. Donc il y a également le pourcentage de masse graisseuse qui est plus importante chez la femme que chez l'homme, la taille du corps donc, qui est plus petite. Au niveau de la métabolisation, il y a également des différences sur lesquelles je reviendrai plus tard, mais notamment les cytochromes ne fonctionnent pas exactement pareil chez la femme et chez l'homme. La taille du foie est plus petite. Et ensuite, au niveau de l'excrétion également, la taille des reins est plus petite.
la filtration glomérulaire, l'excrétion et la réabsorption tubulaire est moins efficace également. Donc pour toutes ces raisons, les femmes sont en fait surdosées en antipsychotiques, ce qui aboutit à des effets secondaires qui sont plus importants et plus invalidants chez la femme que chez l'homme. Donc les œstrogènes, ils jouent également un rôle sur l'efficacité des antipsychotiques. Donc pour rappel, les antipsychotiques sont des antagonistes des récepteurs dopaminergiques, donc D1, D2, D3, D4, D5, et sérotoninergiques 5-HT2, mais notamment les récepteurs D2. Donc, les œstrogènes, ils augmentent la capacité de liaison des récepteurs dopaminergiques D2, comme on l'a vu tout à l'heure, et également, ils augmenteraient la synthèse des récepteurs sérotoninergiques 5-HT2. Du coup, pour ces deux raisons-là, ils augmentent l'efficacité des antipsychotiques. Donc, il y a également des différences de métabolisation, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, entre hommes et femmes, avec notamment des cytochromes qui fonctionnent différemment. Il a été montré que les cytochromes, par exemple 1A2 et 2C19, fonctionnent moins bien chez la femme que chez l'homme. Ils sont notamment responsables de la métabolisation de la clozapine et de l'olanzapine. Tandis que les cytochromes 3A4 et 2D6, ils fonctionneraient mieux chez la femme que chez l'homme. Ils seraient notamment responsables de la métabolisation de la quétiapine et de la risperidone. Donc tout ça, ça aboutit donc, comme j'ai dit, à une posologie qui est trop élevée chez la femme, ce qui entraîne plus d'effets secondaires chez les femmes que chez les hommes, et donc une baisse de l'observance. Ce qui est d'autant plus dommage que, à la base, les femmes ont un insight qui est meilleur que les hommes et devraient donc mieux prendre leur traitement. Ensuite, l'autre point sur les traitements, donc en plus du fait que les posologies ne soient pas adaptées, il y a également le fait qu'elles n'ont pas accès à tous les traitements, pas aussi bien que les hommes. Elles ont notamment moins d'accès à la clozapine. Donc sur une étude de 2021, qui incluait 2200 patients atteints de schizophrénie résistante. La schizophrénie résistante, elle avait été définie par l'inefficacité de 2 antipsychotiques de deuxième génération. Il avait été montré que la clozapine a été significativement moins prescrite chez les femmes que chez les hommes, avec 85% des hommes présentant une schizophrénie résistante qui avaient accès à la clozapine, contre seulement 75% pour les femmes. Elles avaient également moins accès aux neuroleptiques retard. Notamment sur une revue de 2012, il avait été noté que 60% des patients traités par neuroleptiques retard étaient des hommes. Donc, malgré tout ça, malgré le fait que pour l'instant, il n'y ait pas assez d'études qui aient été étudiées, qui aient étudié uniquement les femmes, il y a eu quand même des ébauches de guidelines qui ont été faites, avec notamment donc, pour les femmes en préménopause et en postménopause à peu près les mêmes recommandations. Donc, surtout la recommandation d'éviter les antipsychotiques qui sont pourvoyeurs d'hyperprolactinémie. Je reviendrai dessus après. La Abilify serait la première intention chez les femmes en préménopause et en postménopause. Chez les femmes enceintes, la recommandation, ce serait surtout d'éviter la polymédication. La quétiapine serait la molécule de première intention. Et chez la femme enceinte, donc d'éviter la clozapine. Donc chez la femme en préménopause, donc un âge de procréer, il faudrait donc démarrer les doses d'antipsychotiques par des doses qui sont moins importantes que chez les hommes. Il faudrait prendre en compte le cycle menstruel de la femme et essayer en fait de légèrement augmenter la dose, donc d'à peu près 10% en période menstruelle et prémenstruelle, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'elles sont en période d'hypoœstrogénie, ce qui entraîne une baisse d'efficacité des antipsychotiques. Donc chez la femme en postménopause, donc ménopausée, la recommandation, ce serait donc d'augmenter les posologies d'antipsychotiques. Il y aurait aussi potentiellement des traitements adjuvants à mettre en place. Donc des études sont en cours en ce moment, donc le raloxifène ou les œstrogènes. Chez la femme enceinte, donc, il faudrait débuter par des doses minimales efficaces. Et il faudrait éviter de changer d'antipsychotique au début de la grossesse. Il faudrait laisser celui qui était déjà en cours. Donc, le dernier point à aborder donc, dans la prise en charge des femmes atteintes de schizophrénie, ça serait donc, et ce serait le dernier point à améliorer, ce serait la prise en charge des conséquences liées au traitement et à la maladie. Donc, un des effets secondaires des traitements à contrôler, c'est l'hyperprolactinémie chez la femme.
Donc, les traitements antipsychotiques, ils entraîneraient une hypoactivation de la voie tubéro-infundibulaire, qui est cette voie-là. Et cette hypoactivation, elle entraînerait une hypodopaminergie et donc une hyperprolactinémie par rétrocontrôle. Et cette hyperprolactinémie, elle entraînerait un hypogonadisme, une hypoœstrogénie et donc une majoration des symptômes par baisse d'efficacité des antipsychotiques, ainsi que des dysfonctions sexuelles, une infertilité, une galactorée, plus de cancer du sein et une ostéoporose. Il y aurait également donc le syndrome extrapyramidal dû aux antipsychotiques qui serait plus fréquent chez la femme que chez l'homme. Ce syndrome extrapyramidal, il s'explique cette fois par une hypoactivation de la voie nigrostriée qui entraînerait donc une hypodopaminergie et un syndrome extrapyramidal. Il y a également donc les conséquences liées au traitement, donc les autres effets indésirables. Il y aurait également donc les effets cardiovasculaires avec plus d'arythmie et plus d'hypotension orthostatique, un syndrome métabolique, plus de prise de poids ou de perte de poids, plus de diabète, donc des troubles cognitifs, des troubles digestifs, plus de prurite, de photosensibilité et de céphalée. Ensuite, il y a également un point important, c'est que c'est les effets indésirables liés à la sexualité. Par rapport à la population féminine générale, les femmes atteintes de schizophrénie, elles ont significativement moins accès à la contraception et donc plus de grossesses non désirées et à répétition et plus d'avortements. Elles sont souvent stigmatisées, ça aboutit souvent à des placements de l'enfant. Elles sont également plus victimes d'abus sexuels. Selon les études, entre 30 et 50% des femmes atteintes de schizophrénie ont subi au moins une agression sexuelle dans leur vie. Et il a également été montré donc, que les femmes, elles présentent une perte de libido qui est plus importante que chez les hommes atteints de schizophrénie. Donc, en conclusion, le diagnostic, il est donc retardé à cause d'une différence d'âge d'entrée dans la maladie, de symptomatologie qui s'explique en partie par les oestrogènes et de profils différents. Elles sont moins incluses dans les centres d'intervention précoce. Les traitements, ils ont des posologies qui sont inadaptées, ce qui crée des effets indésirables plus importants que chez les hommes, ce qui aboutirait du coup à une baisse de l'observance. Elles n'ont également pas accès à tous les traitements proposés. La prévention également est peu exploitée chez les femmes. Donc on a vu tout à l'heure que les psychotraumas, ils étaient significativement associés chez la femme et non chez l'homme à un surrisque de développer une schizophrénie. Et donc, on sait que la prévention, elle est peu exploitée chez ces femmes, ce qui est dommage, étant donné qu'il a été montré que les femmes se tournent plus volontiers vers la psychothérapie que les hommes. Donc, au niveau des pistes d'amélioration, donc comme je viens de le dire, ce qu'on pourrait faire pour mieux prendre en charge les femmes atteintes de schizophrénie, c'est de développer la prévention, donc de mieux prendre en charge les psychotraumatismes. Au niveau du diagnostic, ce serait de créer des questionnaires standardisés pour les femmes. Au niveau de l'hospitalisation, ce serait de revoir les critères d'hospice ou bien de créer des services d'hospice complètes ou des hôpitaux de jour pour les femmes. Au niveau des traitements, ce serait de faire des études sur les femmes uniquement, de faire des études sur les traitements adjuvants, donc comme j'ai dit tout à l'heure, œstrogène, raloxifène. Ce serait de favoriser l'accès à la clozapine et aux neuroleptiques retard. Ce serait également d'adapter la posologie en fonction du cycle menstruel et de mieux prendre en charge donc, les effets indésirables dus au traitement, donc notamment l'hyperprolactinémie qui majore les symptômes. Enfin, ça serait donc de mieux prendre en charge les conséquences, notamment plus d'accès à la contraception et aux services de gynéco pour ces femmes, un meilleur accompagnement pour la périnatalité et une meilleure prise en charge sexo. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.